Courir plus vite, sauter plus haut, augmenter sa masse musculaire ou simplement être en meilleure forme nécessite de se soustraire à des séances d'entraînement sportif. Si celles-ci sont acceptées de tous, elles sont loin d'être bien comprises pour en tirer le meilleur parti, et ce, quel que soit le niveau du sport et de son objectif. Du sportif de haut niveau à monsieur tout le monde, s'adonnant à sa pratique préférée, nous verrons au cours de cette émission quels sont les piliers qui caractérisent un entraînement digne de ce nom. Bienvenue sur les podcasts, mettons notre grain de muscle. Dans cette rubrique, nous allons nous intéresser à ce que sous-tend la notion d'entraînement. Dans son sens le plus large, il existe beaucoup de formes d'entraînement, mais nous allons nous concentrer évidemment sur l'entraînement physique. Au cours de cette intervention, nous allons nous intéresser aux éléments qui construisent la rentabilité de l'entraînement physique. Commençons d'abord par une simple question. Beaucoup d'efforts sont souvent investis dans notre entraînement, mais pour autant, les résultats obtenus sont-ils à la hauteur de tous ces efforts ? En la matière, le déni tire souvent sa part belle. Tout d'abord, il va falloir faire le deuil d'une première idée reçue. L'entraînement, quel qu'il soit, va vous faire progresser. Rien n'est moins vrai en la matière. Il serait illusoire de croire que des entraînements mal construits et mal combinés aboutissent à des progrès notables. Ils seront pour les plus chanceux tout au plus aléatoires. Ce qui explique le peu de résultats concrets obtenus chez la plupart des sportifs passant un certain cap. Voyons pourquoi. Avant de structurer un travail orienté, c'est-à-dire de se constituer un programme d'entraînement, il faut être clair sur les objectifs recherchés. Il va sans dire que pratiquer une activité sportive pour simplement bouger, prendre l'air ou passer un bon moment entre amis ne nécessite pas de perdre son temps à élaborer une programmation d'entraînement complexe. Lutter contre la sédentarité et prendre du bon temps peut être une fin légitime en soi. En revanche, si vous cherchez à augmenter vos performances physiques, être plus rapide, plus fort, plus endurant, ou changer votre composition corporelle, c'est-à-dire votre ratio masse musculaire, masse graisseuse, élaborer une structure d'entraînement précise sera primordial afin d'évoquer les changements physiologiques qui répondront aux objectifs attendus. Commençons tout d'abord par définir précisément ce qu'est l'entraînement. De façon générale, on peut définir l'entraînement comme étant un constituant d'un processus graduel, le plus souvent physique, produisant une modification d'état favorable au regard d'un objectif défini. Le processus d'entraînement doit, s'il est correctement organisé, conduire à une amélioration progressive de la capacité de performance d'une ou plusieurs aptitudes précises. Le principe de base de l'entraînement est d'exposer l'organisme à des contraintes supérieures à celles rencontrées habituellement afin d'induire des réponses adaptatives précises. Dit autrement, un entraînement, ou une unité d'entraînement selon les termes, est une façon d'engendrer une réponse métabolique orientée vers un objectif défini. Maintenant que nous savons ce qu'est un entraînement et ce qu'il peut potentiellement nous apporter, il devient légitime de s'interroger sur ce qui constitue une unité d'entraînement, voire une succession d'unités d'entraînement. Jusqu'où pouvons-nous pousser la fréquence et l'intensité de nos entraînements ? Eh bien, tout va dépendre de notre capacité potentielle d'entraînement intrinsèque, essentiellement. La capacité potentielle d'entraînement exprime la capacité qu'a un individu à soutenir et à répondre à des charges d'entraînement successives sur une durée plus ou moins importante. Cette notion dépend à la fois de facteurs endogènes, comme la morphologie, l'âge, le sexe, et des facteurs exogènes, comme la nutrition, le milieu dans lequel nous évoluons, etc. La capacité d'entraînement est intrinsèquement liée à la capacité de conversion énergétique du sportif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'activité physique, et plus largement dans chaque mouvement, un élément central entre en jeu, le muscle. En se contractant, le muscle génère une énergie qui engendre des forces. Celles-ci font varier sa longueur, ce qui déplace les pièces osseuses et crée le mouvement. Elles peuvent aussi déterminer l'apparition d'une tension, ou une force si vous préférez, destinée à fixer les articulations. La mise en œuvre de ces actions nécessite bien entendu de l'énergie. D'un point de vue simplifié, de la biochimie du mouvement, on peut dire que la contraction musculaire est le résultat successif d'une conversion d'une énergie électrique en énergie chimique, elle-même produisant une énergie mécanique. Dit autrement,
Malgré toute la poésie qui tend à différencier l'homme des autres espèces qui constituent la vie, tout individu, ramené à sa simple expression, n'est qu'une machinerie biologique élaborée à transformer de l'énergie, via l'alimentation, que l'on mesure habituellement en kilocalories, et la dissiper dans toutes les activités de son quotidien. Le mouvement, l'homéostasie physiologique, les fonctions cognitives, bref, toutes les fonctions biologiques. Pour étayer cette explication, une simple démonstration de physique élémentaire devrait suffire. Si par exemple un homme consomme 2000 kcal par jour, cette énergie ne sera capable de produire que 2,32 kW et pas 1 watt de plus. C'est sur cette quantité d'énergie disponible que nous alignons notre productivité globale. Bien entendu, notre capacité de stockage énergétique, comme la graisse corporelle, le glycogène intracellulaire, nous permet d'envisager de lisser cette conversion bien au-delà d'une seule journée. C'est cette aptitude au stockage et au déstockage qui nous a permis au fil du temps à pouvoir survivre à des périodes de disette alimentaire. Pour autant, l'équation de base reste bien la même. Notre capacité potentielle d'entraînement va donc être directement corrélée à notre capacité d'absorption et de restitution énergétique. Une personne ne consommant que 2000 calories par jour ne pourra espérer supporter des entraînements, et a fortiori des performances, qu'à la hauteur de ses apports énergétiques. Pour conclure ce point de vue énergétique, on peut résumer que notre capacité potentielle d'entraînement va initialement dépendre de notre processus, ingestion, absorption et restitution. Quand on sait qu'un strongman peut manger en moyenne 12 000 kilocalories par jour, la performance n'est peut-être pas là uniquement là où on l'attend, à savoir la force produite par cette catégorie de sportifs, mais plutôt dans un système digestif hors norme. Au-delà de l'aspect énergétique et dans un tout autre domaine, il semblerait que notre capacité à supporter une certaine charge d'entraînement serait conditionnée dès l'enfance et l'adolescence. Mais au regard de la science, le sujet reste encore ouvert car ces observations sont issues d'expériences de terrain. Par précaution toutefois, et lorsque c'est possible, il serait dommage de ne pas profiter de ces phases d'âge dites sensibles au risque d'obliger l'athlète à pratiquer plus tard un entraînement beaucoup plus important pour obtenir des résultats identiques. Nous venons de voir comment un entraînement pouvait être contraint par des capacités d'entraînabilité du sportif. Mais comment estimer les performances maximales théoriques que nous sommes capables d'atteindre ? C'est ce que l'on nomme la capacité de performance sportive. La capacité de performance sportive exprime un degré d'amélioration possible d'une performance d'unité motrice dans une activité sportive déterminée. Les structures complexes qui la conditionnent dépendent d'un certain nombre de facteurs spécifiques. Quels sont ces facteurs qui peuvent influencer donc la capacité de performance sportive ? La capacité de performance sportive peut être améliorée à la seule condition que l'entraînement prenne en compte les multiples facteurs qui régissent cette même performance. Seul un développement harmonieux de tous ces facteurs peut permettre d'atteindre une performance sportive individuelle maximale. Si un de ces facteurs est défaillant, l'impact sur les autres facteurs peut être potentiellement défavorable à la performance sportive. Pour autant, quels sont les facteurs qui vont influencer cette performance sportive ? Commençons par les facteurs de condition physique et coordination neuromusculaire. On y retrouve les capacités d'endurance, de force, de vitesse, de mobilité et d'adresse. Ensuite, nous allons trouver les capacités de personnalité, comme les aptitudes intellectuelles, les qualités morales et psychiques du pratiquant. Autre capacité au service de la performance sportive, les habiletés technico-tactiques. Et enfin, les éléments déterminants comme les facteurs morphologiques, les facteurs digestifs et les facteurs de santé de façon plus globale. La capacité de performance sportive est donc évolutive à condition que certains principes d'entraînement soient bien appliqués. Il faut néanmoins garder à l'esprit qu'une performance fait intervenir un ensemble de facteurs que nous venons de présenter. Si un de ces facteurs venait à être trop instable, c'est la performance elle-même qui serait mise à mal, et ce, malgré l'efficacité des autres facteurs. Pour imager cette notion, retenez simplement que la résistance d'une chaîne se mesure à la hauteur de son maillon le plus faible.
Après avoir fait cette mise au point, interrogeons-nous comment développer sa capacité de performance sportive. Dans un processus d'entraînement à long terme, la planification systématique et rationnelle des objectifs, des contenus, des moyens et des méthodes d'entraînement permettent une amélioration progressive de la capacité de performance. La première étape sur laquelle tout sportif ou entraîneur doit s'intéresser est celle de la définition claire du ou des objectifs qui motivent les entraînements. Lorsque l'on s'entraîne, nous nous attendons à profiter d'une valeur ajoutée. C'est ce que nous définissons par objectif. Les objectifs d'un processus d'entraînement systématisé peuvent être de différents types. On peut chercher à améliorer des capacités, des habiletés, des qualités, des aptitudes mentales. Ça peut être varié. On distingue alors 3 catégories d'objectifs. Les objectifs psychomoteurs. Ils comprennent d'une part les différents facteurs d'aptitude à la performance, tels que l'endurance, la force, la vitesse et leurs dérivés. Et d'autre part les capacités de coordination motrice qui sont au centre du processus d'apprentissage moteur. Ensuite, nous avons les objectifs cognitifs. Ils comprennent en particulier des connaissances d'ordre technique et tactique, ainsi que des connaissances générales de base pouvant optimiser l'efficacité de l'entraînement. Et enfin, nous avons les objectifs psychologiques. Ce sont la force de volonté, l'implication, la victoire sur soi-même, la maîtrise de soi, etc. Ils sont étroitement liés aux facteurs physiques de la performance et peuvent même en être les facteurs limitants. Bien fixer son objectif est donc déterminant. Une fois effectué, il va falloir s'appuyer sur les outils qui vont œuvrer à cette finalité. À cette étape, il va donc falloir se pencher sur le choix des exercices qui seront les éléments clés sur lesquels vont s'appuyer la structuration de l'entraînement. Lorsque l'on cherche à améliorer sa capacité de performance, on s'intéresse à créer des stimuli d'entraînement appropriés. Ceux-ci agissant dans un ordre bien spécifique. Dans un premier temps, on contraint l'individu à une charge d'entraînement, ce qui entraîne une modification diverse sur l'homéostase, que l'on pourrait définir comme un état de stabilité. Cette rupture homéostatique appelle des réponses adaptatives de l'organisme, qui se traduit par une amélioration des capacités fonctionnelles. Cependant, pour optimiser les effets de la charge de travail dans chaque unité d'entraînement ou dans leur ensemble, il est indispensable de savoir quelles en sont les composantes individuelles et le degré de complexité de leurs interactions dans le développement de la capacité de performance. Les composantes de la charge d'entraînement peuvent avoir un aspect quantitatif et qualitatif, et ce sont elles qui déterminent la spécificité de l'entraînement considéré. On distingue alors l'intensité du stimulus, qui est en gros le degré de force d'un stimulus, la densité des stimuli, qui représente le rapport temporel entre les phases de travail et de récupération, la durée du stimulus, qui est une durée d'action d'un stimulus seul ou d'une série de stimuli, le volume des stimuli, qui représente la durée et le nombre des stimuli par séance d'entraînement, et enfin, la fréquence des séances d'entraînement, qui constitue le nombre d'unités d'entraînement par jour, par semaine, selon la variable temporelle choisie. Pour que les effets d'un stimulus d'entraînement soient efficaces, il faut non seulement considérer son aspect quantitatif, que l'on peut exprimer au travers de la durée, du volume de stimulus ou par les fréquences d'entraînement, mais aussi par son aspect qualitatif, c'est-à-dire l'intensité et la densité du stimulus. Prenons par exemple l'entraînement de la force. Un volume total de 1000 kg soulevé durant une unité d'entraînement est réparti en 8 séries de 125 kg. Cette série contribuera davantage au développement de la force maximale en raison de l'intensité élevée de la charge de travail qu'une répartition de 20 répétitions de 50 kg. On stimulera dans ce cas de figure plutôt les qualités d'endurance de force en raison de la plus longue durée du stimulus d'entraînement que de sa faible intensité. De la même façon, les qualités et les effets d'un entraînement de la vitesse seront déterminés par l'intensité, la densité, la durée et le volume de stimulus de cet entraînement. Si les stimuli d'entraînement se succèdent trop rapidement, qui se caractérisent par une densité excessive, ou si la distance de course choisie est trop longue, avec une durée excessive là encore, ou encore si le nombre de répétitions d'un stimulus par unité d'entraînement est trop élevé, ce qui veut dire un volume global excessif, c'est l'intensité du stimulus d'entraînement qui sera affectée.
L'effet spécifique d'une telle séance d'entraînement qui aurait dû être l'amélioration de la vitesse maximale sera plutôt au bénéfice du développement de l'endurance vitesse. Pour avoir une action spécifique sur la qualité d'un entraînement ayant pour but un effet spécial, le choix et l'orientation de la composante de charge d'entraînement sont donc d'une importance capitale. Finalement, dans l'efficacité d'un entraînement, la fréquence des séances joue aussi un rôle important. Si elles se succèdent avec des intervalles trop longs, les traces laissées par les entraînements précédents disparaissent, sans permettre une sommation des effets induits par l'entraînement d'un nouveau pas dans l'augmentation de la capacité de performance. Le dosage de l'entraînement est donc une question d'équilibre. Un entraînement n'est rien d'autre qu'une contrainte stressante, toxique pour l'organisme. Si cette contrainte est subtilement dosée, elle va engendrer une réponse organique adaptée afin de pouvoir à la fois réparer les dommages créés, mais permettre également de mieux supporter des dommages futurs analogues, du moins durant un certain temps. Le fonctionnement est assez proche de ce que l'on peut appeler l'hormèse. Ainsi que le montre cette figure, après une charge d'entraînement, on observe une diminution progressive de la capacité de performance, liée entre autres à la diminution du potentiel énergétique. Puis, durant la phase de récupération, un retour progressif au niveau fonctionnel d'avant la séance d'entraînement. Et puis finalement, une amélioration du niveau fonctionnel qui va se caractériser là encore par une augmentation du niveau de performance par rapport au niveau initial. C'est un phénomène que l'on surnomme que l'on appelle la surcompensation. Si par la suite aucun stimulus d'entraînement n'est administré, après cette compensation, un retour au niveau initial d'avant la séance d'entraînement s'amorce graduellement, ce qui constitue en soi une forme de désentraînement en fait. En revanche, si d'autres stimuli d'entraînement surviennent avec des intervalles adéquats, on constate une amélioration continue de la capacité de performance. Dans le cas où les stimuli d'entraînement sont placés dans la phase de récupération incomplète, il se produit un effet de sommation très efficace. C'est en gros ce qui se passe lorsque les intervalles de repos sont courts entre des stimuli d'entraînement isolés, par exemple des répétitions. Par exemple, dans l'entraînement de la force musculaire, par la répétition de série, par exemple 6 séries de 8 répétitions à 100 kg avec une pause entre chaque série de 2 à 3 minutes, ou alors un entraînement par intervalle. La récupération est donc incomplète durant la pause interstimuli, et ceci engendre rapidement une diminution importante des réserves énergétiques des muscles à l'effort, avec pour corollaire un phénomène de surcompensation plus marqué dans la phase de repos post-entraînement, c'est-à-dire qu'on va mieux profiter de la séance, de la récupération de la séance par rapport à un effort continu. La notion de récupération est centrale dans la gestion des entraînements. Si on choisit des intervalles plus longs, avec un entraînement contenant un trop grand nombre de séries durant plusieurs unités d'entraînement, on s'expose à un phénomène de surentraînement et une diminution à terme de la capacité de performance. D'ailleurs, ce phénomène de surentraînement peut arriver très très rapidement. Donc, bien étalonner, bien identifier en fait l'évolution de ces capacités de performance pour bien estimer si on est dans les clous ou pas. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette présentation dans laquelle nous nous sommes intéressés aux aspects théoriques qui sous-tendent la gestion des entraînements. Je voudrais insister sur le fait que ces concepts sont essentiels lorsque l'on attend de ces séances d'entraînement une augmentation de ses performances. L'amélioration de ses capacités de performance n'est pas une mince affaire et ne s'inscrit généralement pas sur du hasard, car il faut enclencher des réponses métaboliques précises qui sont de coutume mises en veille par l'organisme et ce, uniquement par souci d'économie. Ceci est une règle organique universelle. Dans la prochaine intervention, nous allons aborder la couverture de structuration des séances d'entraînement et quels sont les paramètres sur lesquels jouer afin d'obtenir une réponse adaptée à nos objectifs. Je vous remercie pour cette attention et je vous dis à très bientôt.